sommes le dimanche 8 mai, anniversaire de la capitulation allemande, et je vais vous parler, faire un peu la synthèse de tout mon propos sur les femmes, en mettant l'accent sur le fait que j'utilise plusieurs paramètres qui viennent s'imbriquer les uns dans les autres. Il y a la femme androgyne. Elle est androgyne anatomiquement parce que, n'ayant pas de phallus et ayant une capacité à enfanter, elle ressemble énormément à l'androgyne. S'il n'y avait pas le vagin, qui est quelque chose de très discret, et surtout quand elle est enceinte, elle a vraiment le profil de l'androgyne, c'est-à-dire de l'homme, de l'Adam, de la première création. Alors certains diront, oui, mais alors, qu'est-ce que vous racontez? Vous faites descendre la femme de l'Adam, etc. C'est parce que, pour moi, les femmes descendent d'une humanité qui était, de toute façon, qui était bisexuée d'une manière ou d'une autre pour qu'elles se reproduisent. Et ça veut dire que de toute façon, au départ, il n'y a pas d'homme ou de femme. Il y a soit un homme-femme, soit des hommes et des femmes, mais moi ce qui m'intéresse, c'est de dire que les femmes descendent de cette humanité, et les hommes d'une autre humanité. Ce n'est pas la question que les femmes descendent des femmes et les hommes descendent des hommes. Ça, c'est une erreur méthodologique. Au niveau, il ne faut pas remonter trop peu de temps dans le temps. C'est comme quand on étudie des symboles. Au début, les symboles se répètent, se reproduisent, et puis à un moment donné, on voit qu'il y a une source beaucoup plus complexe à l'origine du processus. Deuxièmement, la caverne. Alors, pour moi, les femmes sont liées au monde de la caverne. Je reprends évidemment le mythe de Platon. Elles sont donc dans une forme de pénombre, dans une forme de cécité, dans une forme d'enfer, puisque quelque part les enfers, le mot enfer vient du mot infernus, qui veut dire inférieur, et quelque chose qui est, généralement, on imagine l'enfer quelque chose quand même relativement sombre et peu éclairé. Donc d'où l'importance de la parole, d'où l'importance du son, et d'où la faible importance du visuel. Même si ce visuel apparaît comme quelque chose d'extrêmement fantasmatique, extrêmement attractif, mais c'est un autre problème. Et même si le visuel est une nécessité quand on veut communiquer avec le monde justement hors de la caverne. Et puis alors il y a le troisième paramètre qui est la machine. C'est-à-dire que la femme, parce qu'elle est asservie par l'homme phallus, c'est-à-dire que, parce que quelque part l'homme phallus au niveau technologique il est beaucoup plus performant que le premier Adam, puisqu'il est capable de se dispenser et de se délester de tout un ensemble de charges qu'il va déléguer, qu'il va transmettre autour de lui. Donc il va transmettre, alors c'est ce qu'on appelle le problème de la subconscience, c'est-à-dire qu'il va se décharger au niveau conscient d'un certain nombre d'activités, et il va se décharger au niveau de son organisme, mais il va aussi se décharger auprès de d'autres populations animales, végétales, minérales, avec tout problème de l'écologie que ça pose, d'un certain nombre de corvées qu'il ne veut plus assumer. Donc il délocalise. Donc voilà, donc la femme, pour moi, elle est appréhendée par ces trois angles. Alors, ces trois angles, ils se combinent jusqu'à un certain point, et c'est de cela que je pourrais parler dans les minutes qui viennent, si je peux, si j'y parviens, à savoir que, effectivement, l'androgynat est un état premier qui n'est pas viable, et par conséquent, qui va mettre l'androgyne sous la dépendance d'humanités plus évoluées, en tout cas qui ont progressé et qui ont su régler un certain nombre de problèmes que l'androgyne n'a pas su régler. La caverne, parce qu'effectivement, d'une certaine manière, l'androgyne, avant qu'il y ait une sorte de symbiose entre les différentes humanités, il a vécu sous une forme de repli, n'est-ce pas, dans la caverne. Il ne pouvait pas se permettre de rester à l'espace libre. Donc c'est aussi une position relativement, disons, de soumission et de marginalisation. Et puis la machine, parce qu'effectivement, à partir du moment où une population est soumise, eh bien, elle se retrouve être utilisée pour des tâches subalternes, pour des basses œuvres, comme on dit. Et donc, voyez-vous, tout cela constitue un ensemble
qui me paraît assez cohérent. Et c'est là-dessus, sur ces trois piliers, peut-être que j'en trouverai d'autres d'ailleurs, ce sont ces trois piliers que je bâtis mon discours sur le féminin, et par contrepartie, par ricochet, sur le masculin, bien évidemment. C'est-à-dire qu'effectivement, l'homme, ce n'est plus l'androgyne, et on commet une erreur en nous ramenant toujours au chapitre premier de la Genèse, en disant que c'est la clé de tout. Non, c'est pas la clé de tout. C'est la clé d'une certaine création, mais cette création, elle a été dépassée, elle a été remise en question par le Créateur lui-même, et à plusieurs reprises d'ailleurs. Donc il ne faut pas constamment revenir au chapitre premier de la Genèse. Hein. C'est pas comme ça que les choses se passent. On voit bien que l'Adam qui va être accompagné d'une femme, il n'est plus l'Adam androgyne. Bon. Et en plus, on pourrait continuer pour d'autres évolutions qu'on trouve dans les chapitres de la Genèse subséquents. Donc ne disons pas n'importe quoi. Il y a effectivement le rapport de force entre l'Adam androgyne et l'Adam sexué, si on veut, sexué non plus pour une sexualité qui serait interne et qui devrait porter en lui-même, mais une sexualité qui va se décharger vers d'autres populations, et à commencer par cette femme qui, dans le chapitre 2 de la Genèse, on dit qu'elle est offerte par Dieu à l'homme pour justement l'aider, pour être son auxiliaire. Voilà. Et par la force des choses, elle va se retrouver dans une situation mécanique, puisqu'elle va devoir être dans une situation d'exécution. Et rappelons que les machines, et c'est certainement un dernier mot, que l'homme est lui-même une machine, est lui-même un processus organisationnel extrêmement structuré, qu'il est porteur lui-même d'une machine dont la tête est le chef. C'est ce que dit un petit peu Edison dans certains de ses textes. Voilà. Donc nous avons notre propre machine intérieure, ce que j'appelle la subconscience intérieure. Nous avons nos propres machines extérieures, qui sont les femmes, qui sont les machines, qui sont les objets, qui sont le bétail, et qui sont les astres, éventuellement. Tout cela, ce sont des éléments extérieurs qui viennent seconder, qui viennent compléter l'homme. Et la femme est dans une position de complétude par rapport à l'homme. C'est-à-dire que effectivement, elle vient prolonger ce que j'appelais la fulgurance masculine, qui donne l'élan initial, elle le prolonge, elle le perpétue. Voilà donc mon anthropologie en quelques minutes, et je vais vous laisser sur cette mise au point.